Walfadjri. Ravi encore une fois de vous retrouver dans votre numéro de ce Cercle des Arts et c'est parti dans ce rendez-vous artistique et culturel. Nous allons aborder donc toutes choses inhérentes à l'art bien évidemment et je reçois sur ce plateau M. Samba Sy. Il a écrit le livre Parcours d'un commissaire divisionnaire entre sacralisation de l'État, dénouement et blessure. Bonsoir M. Sy. Bonsoir madame. Voilà. Et également sur ce plateau, je reçois comme invité Moustapha Ndiaye. Il est le président de l'association des managers d'artistes du Sénégal, AMA. Bonsoir M. Ndiaye. Bonsoir, merci de cette invitation. Voilà, donc comme je viens de le dire, j'ai comme invité Samba Sy. Il a écrit le livre Parcours d'un commissaire divisionnaire et donc pour retracer sa biographie, il a été professeur d'histoire et géographie au lycée Malick Sy de Thiès. Samba Sy intègre l'école de police en 1970. Il en sort major de sa promotion en 1972, affecté en qualité d'adjoint au commissaire de Pikine 7e arrondissement. Voilà, il est par la suite chargé du commissariat de la Médine 4e arrondissement, commissaire du Plateau et commissaire de Rebeuss 2e arrondissement et chef de la sûreté urbaine de la région du Cap-Vert en 1981 et vous êtes nommé en 1983. Je suis directeur de l'administration pénitentiaire du Sénégal. Vous êtes radié en 1987 avec l'ensemble des forces de police, promu directeur de la police municipale de Dakar de 1994 à 2003 et vous étiez victime des attaques mensongères d'une presse orientée, c'est ce que vous avez décrypté dans votre 4e de couverture et vous êtes écarté de la police active puis nommé conseiller technique auprès du ministre délégué chargé des collectivités locales et en 2004 vous étiez le conseiller technique de Macky Sall, M. Macky Sall qui était à l'époque ministre d'État chargé de l'Intérieur et des collectivités locales et enfin en 2005 vous êtes nommé conseiller technique de Madame Aminata Tall qui était ministre d'État chargée des collectivités locales et de la décentralisation. Est-ce complète comme présentation? Bien, pouvez Madame, rajouter. je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter dans cette radio dont j'ai connu le promoteur, pour lequel je formule des prières pour son repos au paradis. Il s'agit de Sidi Lamine Niasse, qui fut un grand homme au parcours exceptionnel et au savoir multidimensionnel que j'ai beaucoup connu. Je l'ai connu curieusement dans des circonstances assez bizarres. J'ai connu Sidi Lamine Niasse lorsque son grand frère, Ahmed Khalifa Niasse, a été arrêté. À l'époque, j'étais chef de la sûreté urbaine de la région du Cap-Vert. Son grand frère avait brûlé le drapeau de la France lors de la visite de Mitterrand. Alors, c'est moi qui l'ai arrêté, c'est moi qui l'ai entendu, c'est moi qui l'ai déféré au parquet pour que Ahmed Khalifa Niasse aille en prison. C'est vous qui avez arrêté donc Le grand frère de votre promoteur. Ahmed Khalifa Niasse. Ahmed Khalifa C'est vous Niasse, qui l'aviez arrêté c'est moi qui l'ai arrêté à cette époque. D'accord. Et c'est moi qui l'ai entendu, c'est moi qui l'ai déféré pour qu'il soit placé sous mandat de dépôt. C'est dans ces circonstances que j'ai connu son frère, qui est resté pour moi un jeune ami, un jeune et un ami. Un jeune frère et un ami. D'accord. Pour lequel j'ai eu des relations extrêmement importantes qui se sont suivies jusqu'à son décès, malheureusement. Qu'il repose en paix. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, vous étiez commissaire divisionnaire et vous venez donc d'éditer un livre qui s'appelle Parcours d'un commissaire divisionnaire entre sacralisation de l'État, dévouement et blessure. Voilà, le livre est d'ailleurs préfacé par Amadou Lamine Sall. Exact. Voilà. C'est M. Amadou Lamine Sall qui a préfacé ce livre dans lequel je retrace ma vie. Voilà. Un livre, c'est en fait un livre autobiographique, un roman autobiographique. Vous parlez de votre parcours en tant que tel, vous parlez de radiation. Pouvez-vous faire le résumé de votre vécu que vous avez eu donc à énumérer dans ce livre?
Alors, j'ai fait partie de la première promotion des commissaires de police diplômés de l'enseignement supérieur. Je suis rentré à la police après avoir été professeur d'histoire et de géographie, titulaire d'une maîtrise S-lettres. Je rentre dans la police. À cette époque, la police regorgeait de cadres qui n'avaient pas le même niveau d'instruction que nous et qui ont trouvé en nous, et je ne dirais pas des adversaires, mais d'éventuels remplaçants. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui se sont répercutés dans le futur. Mais cela ne m'a pas découragé. J'ai poursuivi ma carrière. J'ai dirigé 4 des 7 commissariats de police de Dakar, où j'ai eu des résultats élogieux qui m'ont permis, avec les félicitations qui m'ont été décernées par les populations et les autorités, de devenir chef de la sûreté urbaine. La sûreté urbaine, à l'époque, la brigade des enquêtes de gendarmerie et les autres services n'existaient pas. C'est la sûreté urbaine qui faisait tout le travail presque de la police judiciaire. Le service que je dirigeais à l'époque déférait au tribunal plus de prévenus que l'ensemble des 7 commissariats de police dans la région du Cap-Vert. C'est pourquoi j'ai eu des résultats élogieux et des félicitations qui ont fait en sorte que j'ai été choisi parmi mes pairs pour être nommé à 38 ans directeur de l'administration pénitentiaire. J'ai remplacé un colonel de gendarmerie qui va devenir sous-directeur de la gendarmerie. Et au moment de la radiation, j'étais remplacé par un colonel de gendarmerie qui va devenir directeur de la gendarmerie nationale. Et eu égard à ce parcours, la radiation s'est en fait. Je me suis retrouvé radié en un moment où donc l'affaire pour laquelle la radiation a été actée concernait l'affaire d'un prévenu qui s'appelait Baba Ndiaye. Et l'enquête concernant ce prévenu qui est mort, pas à la police mais à la prison, cette enquête a été effectuée par mes services. Donc votre radiation Je crois, à mon avis, que ça procède de l'affaire de Baba Ndiaye. Qui était un détenu. Qui était un prévenu, prévenu qui est mort. Qui est mort en prison. En prison. Parce que c'est mes services qui ont fait l'enquête. Le curé dans cette affaire, à l'époque, j'étais chef de la sûreté urbaine, j'avais le commissaire Boubacar Sadio, qui est célèbre, qui était chargé de la police judiciaire. Sa mort n'était-elle pas due à des tortures? C'est pourquoi peut-être. Mais il était rentré dans la police malade. Il était malade. Il avait le fitou Saloum, et ce qu'il a poursuivi, il n'est pas mort dans les locaux de la police, mais dans les locaux de l'administration pénitentiaire. Mais cette enquête qui était dirigée par mon service et sous l'autorité du commissaire Boubacar Sadio, qui a été radié, et l'inspecteur de police, l'officier de police qui était chargé de l'enquête lui-même n'a pas été radié. J'aurais compris qu'on radie celui qui a fait l'enquête et toute la maille qui a suivi jusqu'au chef, mais que l'officier de police qui a mené cette enquête ne soit pas radié, mais que son patron, le commissaire Sadio, soit radié, et moi, le patron du commissaire Sadio, que je sois radié. On n'a rien compris, mais on a mis tout ça sur le compte. Alors que c'est la même structure qui gère ça. C'est le même service qui a géré cette affaire. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé pour la radiation. Mais lorsque le professeur Kader Boy est venu pour prouver que cette loi était irrégulière, elle était illégale, elle était vraiment une préparation de l'État qui voulait régler un problème. Ah bon? Quel problème? Le problème de réduction de la masse salariale. À l'époque, le Fonds monétaire international avait sommé l'État de réduire sa masse salariale parce qu'ils se sont dit qu'il y a trop de fonctionnaires au Sénégal. Ah bon? Alors c'était l'occasion pour l'État de se débarrasser de 6 000 policiers. Et à l'époque, il y avait Abdou Diouf. Sous Abdou Diouf. Mais Abdou Diouf était secondé par M. Jean Collin, qui était ministre d'État, qui exerçait les rangs de Premier ministre actuel. Parce qu'il était secrétaire général de la présidence de la République. Il était en même temps ministre de l'Intérieur parce que le ministre de l'Intérieur titulaire était relevé. Donc il avait une puissance extraordinaire qui faisait vraiment qu'il pouvait tout se permettre, et il a fait du bien certainement
mais il a fait également du mal. Voilà. Nous allons toujours nous appesantir sur ce livre, mais en fait aujourd'hui on voit ces genres de choses que vous venez de raconter. Il y a des détenus qui meurent en prison et on ne voit qu'il n'y a pas de sanction. Comme on vous l'a fait, il n'y a pas eu de radiation. Récemment, on avait dit qu'il y avait un détenu qui était mort, mais on disait que c'était une mort naturelle, mais leur famille était sortie pour contredire donc cette sortie de l'administration pénitentiaire qui disait que c'était une mort naturelle. Pourquoi on n'a pas radié le service qui était en charge de tout cela et vous avez radié parce qu'il y avait un détenu qui était décédé et vous avez dit même qu'avant d'entrer en prison, il était déjà malade. Pourquoi il n'y a plus cette sanction? Ou bien, comme vous venez de le dire, c'était un règlement de compte. L'administration pénitentiaire et la police sont des services où on gère l'être humain. Et l'être humain est difficile. On ne pense pas à Dieu, on ne pense pas vraiment aux lois humaines, mais on peut mourir dans son lit. Ça ne crée pas de problème. Mais si jamais on meurt au commissariat de police, ou jamais si on meurt à la prison, on dira que c'est la police ou c'est l'administration. Parfois la police corrige les détenus en les frappant de manière... Les sévices sont interdits dans les services de police. Plus maintenant, nous avons d'autres moyens d'investigation qui font que vraiment, actuellement... Mais on frappe les détenus en prison. On les frappait peut-être du temps colonial, mais on ne les frappe plus maintenant. Qu'est-ce qu'on les fait si un détenu vient... On les interroge. Un détenu qui tue une personne ou bien un détenu qui a agressé une personne, qui a fait en fait des choses illicites. Qu'est-ce que vous faisiez dès qu'il vient? Qu'est-ce que vous faites avec lui? Vous le laissez entrer en prison comme ça ou bien vous le corrigez avant de le mettre en prison? On ne le corrige pas, on l'entend. Et on rassemble le maximum de preuves pour prouver sa culpabilité. Mais on ne le frappe pas. On n'a pas le droit de frapper. Mais pour des mesures de sécurité, lorsque un délinquant arrive par exemple à la prison, il est soumis à la fouille. Il faut bien qu'on fouille quelqu'un qui rentre dans un lieu où il est dangereux d'avoir une arme. Et les détenus peuvent garder des armes par devers eux et les utiliser dans la prison. Donc c'est pourquoi l'administration pénitentiaire doit être protégée, ses membres doivent être protégés, la police également, les membres de la police de l'administration pénitentiaire doivent être protégés. Parfois, il y a parce des détenus qu'ils exercent un métier de souveraineté, un métier qui oblige, qui contraint l'homme légalement à avouer ou à dire la vérité. Ah d'accord. Parfois, vous les poussez à dire la vérité en essayant de les corriger, de les pas de les frapper. Corriger. On ne les frappe pas, on ne les corrige pas. On fait qu'est-ce que vous faites? On les entend, vous on les réunit entendez. le maximum de preuves. D'accord. Surtout maintenant, avec les portables, avec les localisations, on peut avoir beaucoup de moyens pour amener quelqu'un à avouer un crime qu'il a commis. Sans que vous le frappiez. Sans le frapper, sans le torturer. Parfois, quand il y a des manifestations, on voit des gens, on les met dans les voitures, voilà. Je ne sais pas comment on les appelle. Force doit rester à la loi. Mais on voit que parfois on les malmène. Force doit rester à la loi. On les malmène. On ne peut pas utiliser quelqu'un qui vous agresse, que vous le laissez vous agresser, sans que vous utilisez, mais il faut que ce soit une défense légitime. Il faut que cette défense soit proportionnelle par rapport à l'attaque, n'est-ce pas? Mais on ne les frappe pas, on n'a pas mission de frapper, on a mission de rétablir l'ordre lorsqu'il est troublé, on a la mission de maintenir l'ordre lorsqu'il est en voie de trouble également. C'est la mission difficile de la police et de l'administration pénitentiaire que je respecte et que je salue au passage. Voilà, en tout cas, beaucoup de gens n'ont pas une image trop positive des forces de l'ordre, parce que comme on vient de le dire, ils ne sont pas trop tendres avec des gens. Surtout avec les détenus, il y a beaucoup de cas, parfois il y a des gens qui sont blessés, mais vous venez de le dire, je ne veux pas donc trop me pencher sur ce que vous avez vécu, mais en fait vous avez écrit le parcours d'un commissaire divisionnaire entre sacralisation de l'État et dévouement et blessures. Et dans votre 4e de couverture, il y a une chose qui ne m'échappe pas là. Vous parlez, que vous disiez que vous étiez écarté de la police puis nommé
puis nommé. Non, en fait, vous êtes victime des attaques mensongères d'une presse orientée et vous êtes écarté de la police active puis nommé conseil technique. Pourquoi vous dites que vous étiez victime d'attaques mensongères d'une presse orientée? Pourquoi? Alors, c'est curieux, mais j'étais nommé directeur de la police municipale. Qu'est-ce que la presse fait là-dedans? Alors, je me suis retrouvé un matin dans la presse. Le commissaire Sambassi dribble l'État. Le commissaire Sambassi a falsifié un décret pour se maintenir dans ses fonctions de directeur de la police municipale. Pourquoi? Parce que j'étais directeur de la police municipale pendant 10 ans. Les gens s'étonnaient que je reste aussi longtemps à ce poste sans partir. Et entre-temps, il y a eu des changements. Lorsqu'on est directeur de la police municipale, on est sous les ordres du maire. Le maire que j'ai trouvé sur place, qui m'a nommé, s'appelait Mamoud Diop, un colonel de gendarmerie, professeur d'université, universitaire, au background incommensurable, un grand homme d'État. J'ai servi sous les ordres de ce monsieur que je respecte, qu'il repose en paix. Et lorsqu'il est parti, il a été remplacé par une délégation spéciale. Après la délégation spéciale est venu un autre. Alors, les gens, les patrons qui viennent, ils veulent changer, ils veulent mettre leur homme. Mais comme je n'avais pas commis de faute, il fallait me remplacer, il fallait trouver un moyen. Alors, on a inventé cette histoire pour dire que j'ai falsifié un décret pour me maintenir dans mes fonctions. Et là, vous dénigrez la presse sénégalaise, hein? Je ne dénigre pas la presse que je respecte, mais il y a une certaine presse qui est aux ordres. Qui est aux ordres, qui est commandité. Qui est commandité et qui produit des articles suivant l'importance de la somme qu'il reçoit. C'est une presse manipulée. Manipulée, orientée. Orientée à des desseins personnels, souvent politiques ou pécuniers. D'accord, pécunier. Pécunier, parce qu'il suffit parfois de payer. Parce qu'on a payé. Il y a des journalistes, je m'excuse, qu'on paye et qui écrivent tout ce qu'ils veulent pour dénigrer quelqu'un ou pour promouvoir quelqu'un. Ça existe, je suis désolé de le dire. Moi, en tout cas, j'étais victime de cela. Et cela m'a amené le plus grand drame de ma vie. Mon fils aîné, qui était un cadre, s'est retrouvé un jour au commissariat. Ah bon? Oui, au commissariat central, pendant que j'avais quitté mes fonctions de directeur de la police municipale. Alors, il se présente, je suis le fils du commissaire Sambassi. Ah, commissaire Sambassi, c'est lui qui a falsifié un décret. Mon fils a dit, non, vous êtes des menteurs, mon père n'a jamais falsifié un décret. Et c'est des policiers, comme moi, qui ont dit à mon fils, ah bon? Vous nous traitez de menteurs? Ils l'ont battu. Ah bon? Ils l'ont battu. Et il est mort. Il est mort. Il est mort. En quelle année? Il est mort entre le commissariat central de police où j'exerçais mes fonctions, des années plus tard, et l'hôpital. Il n'a pas été entendu par un officier de police judiciaire. Il n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Il est mort. C'est en quelle année? C'était en 1980, je ne me souviens pas. J'ai oublié jusqu'à la date de cette mort par dépit. C'est quelques années après votre radiation, ou bien? Des années après ma radiation, des années après mon départ de la police municipale. De la police, d'accord. Mon fils, il a été battu à mort. Il a été battu à mort. Quelqu'un qui se présente volontairement sur ses 4 pieds au commissariat et qui rentre chez lui et qui n'a pas eu le temps de rentrer chez lui et qui meurt entre le commissariat central et l'hôpital. J'ai porté plainte. Et ça a abouti à quoi? Finalement, j'ai retiré ma plainte. J'ai dit, je ne vais pas poursuivre des policiers. Même s'ils n'ont pas rendu grâce à un père de famille, s'ils se sont mal comportés, je ne vais pas porter plainte contre des policiers comme moi. J'ai retiré ma plainte pour arrêter cette affaire. C'est ce que j'ai fait. Ah bon? Tu as laissé comme... J'ai retiré ma plainte comme ça. purement et mon fils a été enterré ici à Yoff. Et j'ai retiré ma plainte, je n'ai poursuivi personne.
Pourquoi vous perdez votre fils dans des circonstances pareilles? Je préfère perdre mon fils plutôt que de mettre des policiers en prison. Je mets tout ça sur le compte de Dieu. J'ai accepté la volonté divine. Je me suis dit que c'est peut-être Dieu qui avait décidé qu'il meure ainsi. Et je n'en ai voulu à personne. Je n'en ai voulu à personne, ni à ceux qui m'ont dénigré en racontant des histoires sur mon compte, ni à ceux qui ont donné des coups à mon fils qui ont conduit à sa mort. J'ai retiré ma plainte. Vous voulez leur donner un exemple en ayant cette attitude parce que vous avez été radié, parce qu'il y avait eu un détenu qui était mort. Voilà. Et voilà, c'est ce que vous voulez leur montrer. On nous a accusés d'avoir battu à mort un détenu qui est mort en prison. Moi, j'ai mon fils qui n'a pas été en prison, qui a été au commissariat et qui est mort. J'ai dit, moi, je retire ma plainte. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Voilà. C'est douloureux à dire. Je ne voudrais pas me pencher dessus pour ne pas avoir les larmes aux yeux. C'était un cadre de... C'était un jeune qui avait une fonction importante, qui a fait ses débuts dans l'informatique. D'accord. Qui avait beaucoup d'amis, qui avait beaucoup d'argent. Qui était... Il avait quel âge? Il avait 25 ans, 25 ans, 30 ans, je ne me rappelle plus. D'accord. Voilà. D'accord. Pardon. Voilà, oui, je m'excuse là, vous êtes un peu... Pardon, je m'excuse, il y a des mouches dans votre... Voilà. D'accord. Et voilà, donc vous devez retracer tout ça dans le parcours d'un commissaire divisionnaire. Voilà, vous racontez donc ce qui se passe à la police. À l'administration pénitentiaire, ce que j'ai fait à l'administration pénitentiaire. Et quoi d'autre après cette tragédie, la tragédie de votre fils-là? Qu'est-ce que vous avez encore donc énuméré dans ce livre? Et vraiment, je m'en suis arrêté là. Donc, Dieu qui fait bien les choses, moi qui étais expulsé. Moi qui avais été expulsé par la gendarmerie, m'a-t-on dit, parce que des renseignements recueillis, on a dit que Sambassi était armé. Il avait dit que toute personne qui va se présenter à son domicile pour l'expulser, il va le tuer. C'était quand? C'était en 1987. Lorsqu'on a radié toute la police, il n'y avait que la gendarmerie qui avait compétence, tant dans les commissariats de police que dans le système de sécurité nationale. Et ils ont raconté que j'étais armé et que j'étais prêt à ouvrir le feu sur des gens. C'est pourquoi ils sont venus m'expulser de cette manière. De cette manière. Alors qu'il aurait été plus simple de m'envoyer une convocation, quitter le domicile que vous occupez, c'est un logement de l'État, c'est un logement conventionné, je serais parti, j'aurais pris mes bagages. Ils ont délogé comme ça dans Manu Militari, avec l'aide des prisonniers dont j'assurais le gardiennage pendant 4 ans comme directeur de l'administration pénitentiaire du Sénégal. C'est ce qui m'est arrivé. Mais je n'en ai voulu à personne. J'ai pardonné à tout le monde. D'accord. Merci. Et voilà, qu'est-ce que vous avez encore vécu après tout cela, après cette radiation? Vous avez été donc... Après la radiation est intervenue la police municipale. J'étais directeur de la police municipale, directeur de l'administration pénitentiaire. Après, conseil technique. On vous a redéployé après? Après, on m'a déployé, j'étais conseiller technique de ministre. D'accord. Et dont le plus célèbre est l'actuel président de la République. J'étais son conseiller technique lorsqu'il était ministre d'État chargé de l'Intérieur. Mais M. Macky Sall, que je salue au passage, respectueusement, qui en 1987 n'était pas encore aux affaires, a eu la grandeur d'attribuer aux anciens policiers radiés qui ont été victimes de toutes sortes d'abus. Macky Sall leur a attribué 2 milliards pour essayer de compenser le préjudice qu'ils ont subi. Quand il était nommé ministre de l'Intérieur? Non, récemment. Le président de la République, Macky Sall, c'est lui qui a octroyé 2 milliards aux anciens policiers radiés, ce qui a été un baume dans le cœur des policiers radiés. Au nombre de combien? Il y a 6 000 policiers qui ont été radiés. Sur les 6 000, ils ont repris les 4 500 et il y a eu à peu près 1 600 policiers qui sont restés radiés pendant 7 ans avant d'être réinsérés dans la police municipale.
comme policiers municipaux. Okay. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Il y a beaucoup de radiation donc dans la police. C'est dû à quoi? Non, la radiation est une mesure qui ne peut être prise qu'après traduction de l'intéressé devant un conseil d'enquête. C'est le cas du capitaine Touré de la gendarmerie. Oui, pour qu'on le radie, Touré. Il a fallu qu'on le traduise devant un conseil d'enquête. Le conseil d'enquête l'entend, il donne ses preuves de tout ce qu'on l'accuse pour se défendre. Et après, on fait un rapport. Et c'est la commission qui prend la décision de poursuivre ou d'arrêter, de sanctionner ou de ne pas sanctionner. C'est une des radiations les plus célèbres, celle de capitaine Omar Touré. Oui, mais c'est une radiation qui a été régulière, qui a suivi les règles régulières. D'accord. Parce que pour radier quelqu'un, d'accord. Surtout dans la gendarmerie comme dans la police, il faut un conseil d'enquête. Ça n'a pas été votre cas? Ça n'a pas été notre cas. On s'est réveillés tous radiés, 6000 policiers radiés. Des divorces dans les familles, des expulsions. Il y a un policier qui est parti à la banque pour prendre son salaire, on lui a dit, on l'a radié, il est mort dans la banque. Il y a eu d'autres cas très graves. Des gens sont devenus fous. Vous imaginez quelqu'un qui est investi de la puissance publique, qui est craint dans son quartier, qui est respecté et qui du jour au lendemain se retrouve maintenant vraiment donc rejeté. Alors on tombe de Carib en Silla, comme on le dit. On tombe de Carib en Silla. Du haut, on se retrouve par terre, sans raison. Les familles divorcées, les enfants et les élèves renvoyés des écoles. Donc, ceux qui occupaient des logements de fonction expulsés. C'est pourquoi le commissaire Sadio, qui a été dirigeant des policiers radiés, de la coordination des policiers radiés, a organisé une manifestation des femmes qui sont allées au marché Sandaga, qui ont fait une manifestation extraordinaire qui a attiré l'attention du public. Bien sûr. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Je m'excuse. Non, c'est J'ai tellement de choses que je voudrais vous dire. Oui, mais je sais que le temps ne nous permet pas, ne nous donne pas l'occasion. Vraiment, je voudrais seulement vous remercier de m'avoir reçu. C'est la première fois que je foule depuis le sol de cet instrument et je souhaite vraiment, comment dire, je souhaite sa promotion pour honorer la mémoire de son fondateur. Merci beaucoup. Moustapha, vous venez donc d'écouter Sambassi avec son livre Parcours d'un commissaire divisionnaire. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il vient de dire? Très touché. Oui, moi, je salue aussi les téléspectateurs qui nous regardent. Je vous remercie de l'invitation. Je suis très touché et très honoré d'avoir un fonctionnaire qui est resté aussi digne malgré les difficultés dont il a énumérées ici, qui sont nombreuses et difficiles. Et quand j'essaie, avec mon jeune âge, de me mettre à sa place, je saurais que je n'aurais pas le courage de ce qu'il dit. C'est très difficile, surtout quand tu as une stabilité et que du jour au lendemain, tu te retrouves dans des situations très compliquées dans un pays que nous connaissons tous de la même manière. Je pense que c'est très difficile. Et le fait de partager son expérience dans un livre aussi l'est encore plus, parce que vous donnez l'occasion à d'autres jeunes d'aller à la découverte du livre, de vous écouter, de comprendre un peu la vie, comment il peut être, comment ça peut tourner d'un jour au lendemain et d'être préparé. Et compatir aussi à votre situation par rapport à votre fils. Maintenant, peut-être un point sur lequel moi, j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai grandi. C'est même le parrain de ma fille. Il a toujours dit, le jour où il va marier ma fille, il serait le parrain, c'est lui qui va le donner en mariage. Quand il allait au travail en ville, c'était un transitaire. Il passait chez moi le matin, on prenait le petit déjeuner, il partait. Il est de Yembal. Pensée pieuse à lui, à nos amis et à sa famille, que je présente encore ses condoléances. Parce qu'il avait un problème avec un de ses grands, c'était son grand frère, transitaire comme lui. Ils avaient des problèmes ensemble et le gars en question est allé le dire à un policier du quartier. Vu que lui, il exerçait au port et c'est là-bas où il était plus connu, le commissariat du port s'en est impliqué. Et ils sont allés le prendre à Yembol un dimanche, imagine, un dimanche.
comme ça, parce qu'ils avaient juste des différends qui étaient un peu chauds, mais entre eux. Et c'était des grands frères. C'est même le grand qui a amené le petit là-bas au port pour qu'il soit transitaire. Ça veut dire que les relations étaient assez... On l'amène là-bas le dimanche et le lundi, on vient dire qu'il est décédé. C'est comme ça qu'on est tombé. C'est récent, ça doit faire presque 4 ans ou 5 ans. Au commissariat. Au commissariat de Port. On nous a dit qu'on n'a rien fait. Nous, on connaît notre ami. On sait que c'est le genre de personne qui ne se lâche pas faire. Quand il a raison, c'est le genre de personne qui ne se lâche pas faire. Tu peux tout vouloir lui faire, il ne se lâche pas faire. Il est montré, il était comme ça. On l'a amené là-bas, on nous a dit qu'il est comme ça. Par pur réflexe, nous et nos amis, nous sommes partis à Fan, où est-ce qu'il était. Et quand on est arrivé à la morgue, par chance, le bon Dieu nous a fait qu'on est tombé sur son corps qui était là-bas, posé. Et c'est nous, de nos yeux, on ne nous a pas expliqué. On a vu toutes les tortures qu'on lui a fait. Il y avait pas mal de marques de brûlures, des taches. On nous a dit qu'il s'est suicidé dans les prisons, dans les locaux. C'est vrai, il s'était suicidé. Non, il y a même des journalistes qui ont pris des vidéos de la prison. Quand tu regardes la prison, non seulement le toit était tellement bas, il n'y avait pas de possibilité technique qui se pendent là-bas. Il n'y avait pas de possibilité. Il n'y avait pas, c'est ce qu'ils ont dit. Et quand on entre dans les prisons, souvent, comme il a dit, il y a une fouille, on vous enlève tout ce qui peut être risque de vous tuer, de vous blesser. Donc ça, c'est une réalité qui se passe tout le temps. Il n'avait même pas tout ça, il était juste en pantalon. Donc avec quoi il s'est pendu? C'est pas possible. Après, on sait que ce cas, c'est mon cas à moi. Je l'ai vu de mes propres yeux et on a vécu notre compagnon avec qui on savait comment il est. Et ce genre de cas, on le vit tout le temps. Après, ce n'est pas pour tirer sur qui que ce soit, parce que pour moi aussi, comme vous l'avez dit, force reste à la loi. Mais je pense que ce serait bien qu'on commence à comprendre que la police en général, toutes les forces de l'ordre et la population que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères et des sœurs. Ce sont nos parents qui deviennent des policiers et ces policiers, ce sont nos maris, nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos enfants de cette même population. Tout à fait. Et que, à ma connaissance, la plus terre à terre, ils sont là pour la sécurité de ce peuple. Exact. Je pense que ce serait bien que, autant du côté de la population que du côté de la police, qu'on commence à réapprendre qu'est-ce que ça veut dire un policier pour la population et la population pour un policier. Il faut qu'on commence à comprendre ça davantage. Il faudrait qu'on commence à cultiver cette culture de la compréhension de la police, de leur rôle, de la gendarmerie, de leur rôle, des militaires, de leur rôle à la population. La sécurité appartient pas qu'à la police. C'est leur rôle, mais ça appartient à tout un chacun. Il faut qu'on joue notre rôle. Mais ce serait bien qu'ils respectent cette population qui est la leur. Ils sont en sorte des autorités. C'est normal, c'est les lois. Mais c'est la population qui les nomme, qui les paye. Tout à fait. Il faut qu'ils se comprennent avant tout que c'est cette population dont ils sont le plus proches. Parce que les autorités qui sont, chaque jour, ils sont là et repartent en fonction des nominations. Tout à fait. Mais la population, elle reste toujours là. Voilà, c'est le cri du cœur de tout un chacun, Moustapha, comme vous venez de le dire. Donc, on les aime bien, hein, les forces de l'ordre, là. Mais parfois, ils en abusent, voilà, avec les bavures policières, les détentions, donc, qui sont un peu tortueuses, des conditions de détention précaires, voilà. Les tortures qu'on voit, tout ça, voilà, ça fait du mal. Je pense que, comme vient de le dire Moustapha, il faut essayer de revoir le statut d'un policier. Voilà. Errare humanum est, diabolicum perseverare est. L'erreur est humaine, mais il est diabolique de persister dans l'erreur. Je vous remercie. D'accord. Ok, voilà une contribution de Moustapha aussi qui est mon invité sans transition. Donc je vais parler avec lui du management au Sénégal. Donc Moustapha Ndiaye qui est le président de l'association des managers d'artistes du Sénégal. On vient de passer une semaine internationale du management. Donc quel est le contexte de cette semaine qui a été effectuée ici à Dakar? Cette semaine passée, c'était du 30 mai au 3 juin. 3 juin.
Merci encore Fatou. Comme tu l'as si bien dit, je suis le président de l'association des managers agents d'artistes sénégalais, manager de l'artiste Yoro Ndiaye, entre autres artistes avec qui je collabore. Notre association a été créée en 2017. Depuis 2017, on a développé la mobilisation. En 2019, on a fait le lancement. Le lancement où vraiment même Walf était là-bas, c'était à la maison de la presse. On a fait un très très grand événement là-bas où on a mobilisé pratiquement vraiment des centaines de personnes du management artistique, mais aussi des professionnels du secteur qui sont venus accompagner l'initiative qui était pas la première du genre, mais la première de la jeune génération. Une première a été conduite par les doyens. La première génération de managers, ceux qui ont montré le chemin, et nous, on a empiété les pas, comme toutes les bonnes manières. C'est fait pour que ce soit reproduit. Donc nous, on a reproduit l'initiative d'organiser les managers. On est un secteur assez compliqué, mais assez stratégique dans la carrière des artistes. Et de tout le temps, on essaie de développer des activités qui permettent aux managers d'être en phase, mais aussi de développer un peu le métier dans lequel nous sommes. Donc on a la première chose après la création, c'était les formations qui étaient le plus demandées. L'association, depuis qu'elle a été créée, lancée en 2019, à part la période du Covid où les activités étaient stables, chaque fois on a déroulé des formations, chaque fois. On n'est pas resté 2 à 3 mois sans faire des formations. Quand tu vas sur nos pages, tu vois qu'il y a régulièrement des formations qui se passent, autant dans les régions qu'à Dakar. On fait des régions autant parce qu'il y a les partenaires, on a la chance d'être accompagné en premier lieu par le ministère de la Culture qui est preneur de notre association et accompagne notre dynamique. À part ça, il y a le 3FPT et l'ADPME qui sont des partenaires très très stratégiques, mais aussi le GIZ qui nous accompagne depuis le début de nos activités et qui permettent ces formations. Donc très sincèrement, à ce jour, on en a fait en pagaille et toutes aussi complémentaires les unes que les autres. Ce n'est pas juste comment être manager, mais aussi comment être efficace et développer des compétences en management. Actuellement, on fait de belles choses qui sont en train d'être faites. À part ça, maintenant c'est dans la lancée internationale qu'on a eu l'idée d'organiser la semaine internationale du management. Parce qu'en essayant d'encourager un peu la formation sur place, on s'est dit que aussi le marché de la musique, des créateurs en général, que ce soit cinéma ou autre, est ouvert au monde. Aujourd'hui, tu fais comme le livre aujourd'hui, dès que tu le postes sur Facebook, c'est sur l'international. Il y en a qui peuvent se le procurer et demander à ce que leur envoie par GP entre autres. Donc, tout ce qui était cloisonné pays est devenu maintenant ouvert sur l'international avec l'internet. Donc ça veut dire que pour moi qui suis manager, j'ai l'option avec mon artiste d'aller sur l'international très rapidement. Donc on s'est dit pourquoi pas profiter de cette occasion, inviter les professionnels d'ailleurs pour parler de ce marché. Et on se rendait compte aussi qu'il y avait de plus en plus de difficultés de marché, de vente, d'opportunités d'affaires, parce que l'Afrique est de plus en plus délaissée. Nous tous, la plupart, cherchent l'Europe, les États-Unis, le Canada, parce que oui, ce côté est bien fait. Mais il faut aussi savoir développer le côté local. Donc l'importance même de ce réseau, de cette initiative, c'était d'inviter tous les professionnels du secteur, mais aussi des pays frontaliers, jusqu'à l'Afrique centrale, francophone pour la plupart qui ont assisté. C'était d'abord de nous mettre ensemble, de parler de notre secteur, mais comment faire de telle sorte qu'au lieu d'être que des formes un groupe qui est là juste pour dire non ça va pas, mais d'être des forces de proposition. Donc on a travaillé sur la création d'un réseau. Ce réseau va être un réseau de professionnels qui va travailler sur des propositions à faire autant à nos décideurs dans nos pays, par exemple au ministère de la Culture, au ministère du Travail, au ministère de l'Emploi, entre autres secteurs qui est intéressant pour notre secteur, mais aussi des secteurs, des décideurs de la sous-région, mais aussi des décideurs comme la CEDEAO, entre autres, ou l'Union africaine. Donc on a travaillé sur de bons documents qu'on va finaliser, Inch'Allah, et après porter à la connaissance tous nos travaux à tous les décideurs qui pourraient accompagner la dynamique que nous sommes en train de construire. Donc n'importe qui n'est pas management, donc vous essayez donc d'assainir ce milieu parce que on voit souvent des gens qui disent qu'ils sont managers de tels artistes alors qu'ils n'ont pas les compétences acquises pour le faire.
Oui, ça c'est une réalité que nous vivons. Mais qui doit dire qui doit être le manager de l'un ou l'autre, à part l'artiste? L'artiste, comment le management est fait, c'est un choix d'abord de l'artiste et du manager bien sûr, mais de l'artiste. Autant l'artiste choisit son manager, autant le manager choisit son artiste. Mais la plupart du temps, c'est l'artiste qui dit je veux telle personne comme manager, je te choisis toi. Et la base d'abord c'est la confiance. Donc on ne peut pas empêcher un artiste d'avoir un manager si soi-disant le gars n'est pas à la hauteur de l'artiste. Ça c'est les gens qui le jugent. Mais l'artiste dit telle personne. Mais c'est la personne en question, manager, qui doit prendre son travail plus au sérieux et comprendre que c'est une responsabilité. C'est comme notre doyen ici présent, quand il est nommé directeur de la sécurité, il n'est pas nommé juste pour le policier qu'il est. C'est par rapport aux compétences qu'il a. S'il a des manquements, il appelle à des conseillers. Il fait de telle sorte que quand il doit prendre des décisions sérieuses, il appelle à ses collaborateurs pour dire comment vous pensez que je dois faire tel ou tel. Parce qu'on n'est pas censé tout savoir et on n'est pas censé, dans des cas spécifiques, être à la hauteur. Tu peux avoir les compétences, mais il faut y avoir des situations très compliquées où, par exemple, les artistes souvent peuvent tomber sur des contrats de publicité. Les contrats de spectacle, à peu près, c'est la même chose. Tu viens, tu joues, tu pars. Mais quand il y a des contrats de publicité, ce qui intervient est compliqué. Le contrat publicitaire le plus petit est très compliqué par rapport à l'entendement de ce qui te preste, la personne qui te prend pour la publicité. Il utilise son image, il utilise ton son, pendant combien de temps, quel territoire. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Ce n'est pas tous les managers qui savent lire un contrat de publicité. Et pourtant, il y a beaucoup d'artistes qui font de publicité. Souvent, et je sais de quoi je parle, souvent quand ils commencent un contrat avec un prestataire, la plupart du temps le contrat n'est pas reconduit. Parce que pour signer, surtout nous Sénégalais, combien on est payé est la chose qui les intéresse le plus. Mais qu'est-ce qui va être dans le contrat? Les clauses, ils l'oublient. Après c'est ça qui les rattrape, ça crée des problèmes avec les prestataires qui les emploient et après tu vois. Imagine juste, regarde un peu l'atmosphère sénégalaise. La plupart des artistes qui font des publicités ne sont pas reconduits. Regarde juste, fais un constat et rappelle-toi des artistes que tu as vus dans les publicités. La plupart que tu vois un artiste qui fait une publicité, la plupart du temps il ne reconduit pas. Parce que ce n'est pas aussi facile de s'engager pour son image et pour sa disponibilité pour une marque. Il faut savoir ce que c'est. Mais ce n'est pas le boulot de l'artiste. C'est le boulot du manager. Mais il faut que ce soit un manager qui a de l'expérience. Il faut que ce soit un manager qui sait analyser et avoir de la vision du projet. Les tournées sont organisées de plus en plus difficiles. Aujourd'hui, tout coûte cher. Avoir un groupe de 4 personnes coûte énormément cher. Et sans compter qu'au Sénégal, la plupart des groupes sont entre 6 à 12, 13, 14 personnes. Comment tourner un groupe comme ça? Ça coûte énormément cher. C'est pourquoi les tournées sont de moins en moins. Les promoteurs de spectacles qui organisent ne gagnent pas beaucoup d'argent. Les producteurs qui investissent ne gagnent pas d'argent du tout. Et à un moment, la chaîne est en train de disparaître. Et cette chaîne, chacun doit jouer son rôle pour qu'on parle d'industrie. Mais comment maintenant, le manager qui est autour de ça, c'était ça notre préoccupation. On s'est dit, vu tous les problèmes que nous vivons, comment on peut être ensemble pour harmoniser tout ça, pour faire de telle sorte que toutes ces difficultés, qu'on soit force de proposition pour que ça puisse aller de l'avant. C'est ça un peu le rôle de ce projet sur lequel nous étions et la création de ce réseau sur lequel nous sommes en train de travailler. Et ce réseau interpelle tous les professionnels africains, autant ceux qui sont en Afrique que dans la diaspora. Mais l'objectif aussi, c'est de rester sur le continent africain et de le développer. Pour nous, le truc, ce n'est pas comment amener les gens en Europe. Ceux qui rêvent d'aller là-bas, vous n'avez pas besoin de venir avec nous. Il y aura l'Europe et les États-Unis, c'est sûr. Mais pour nous, ce premier jet de cette dynamique, c'est comment faire pour être ensemble pour développer ce marché africain qui est un marché réel. Aujourd'hui, les grandes firmes, Sony et Universal Music, qui sont les plus grandes maisons de production internationales du monde, sont en Afrique. C'est pour une bonne raison. 13 TV vient à Dakar. Entre autres, toutes les grandes boîtes qui sont boutiques un peu en matière dans les industries culturelles, même le cinéma est en train de s'installer maintenant en Afrique. Donc c'est à nous de voir un peu, de nous rendre compte qu'on a un marché qui est là, dont on ne comprend pas, mais qu'il faut s'asseoir, discuter, échanger pour trouver des solutions par rapport à ça. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Stéphane Ndiaye, donc le président de l'Association des managers d'artistes du Sénégal. Un grand merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi vraiment pour cette invitation qui nous a vraiment plu. Et merci à Tchaba
qui est une de nos sœurs, un partenaire. D'ailleurs avec vous. Oui, et vraiment un très grand ami de notre feu président Moustapha Goudiaby. Oui, vous avez succédé Moustapha Goudiaby, qui était le président de l'association. Donc nous présentons et nous invitons aussi, on a un événement assez important de tous les acteurs culturels, de tous les managers. Je vous invite à vous préparer à la mobilisation concernant la copie privée et les droits d'auteur concernant l'exploitation des œuvres artistiques par les politiques. C'est un combat de tout le monde. Ce n'est pas un combat de guerre, c'est un combat de prise de conscience. Aujourd'hui, quand les artistes sont en campagne, quand les politiques sont en campagne, ils utilisent beaucoup d'œuvres. Chacun maintenant, ça se fait faire sa musique. Mais il y a juste un minimum de droits qu'on leur demande de payer. Ils ne le payent pas. Ils oublient. Souvent, la plupart ne comprennent pas qu'ils doivent le payer pour l'exploitation. C'est sur un mois. Ce que tu payes, ce n'est pas beaucoup, mais il faut le payer. Parce qu'ils ne savent pas, les consommateurs ne comprennent pas que la chose qui fait que quand les artistes sont malades, ils peuvent être payés. Ce n'est pas les cachets qu'on leur donne. Parce que ces cachets sont partagés avec tous les prestataires. Ce qui leur fait vivre, c'est les droits qu'on leur paye. Ce que les droits payent aux médias. Et la copie privée aussi est une loi dont on demande la mobilisation de toutes pour faire un plaidoyer auprès de l'État, pour que l'État continue sa démarche qu'on salue actuellement. Très sincèrement, parce qu'aujourd'hui, le statut de l'artiste a été voté et on est dans une dynamique de le terminer. La copie privée est en cours, mais il faut qu'on la termine. Parce que rien qu'avec la copie privée, la situation socio-économique des artistes peut être réglée, je vous jure. Rien qu'avec la copie privée. Donc on invite tout le monde à être là le 26 de ce mois à Sorano pour discuter de ce projet assez important qui peut sauver des vies. Merci beaucoup à vous, Moustapha Ndiaye. Merci également, M. Sambassi, donc de nous avoir aussi gratifié votre présence sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Un grand merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci beaucoup à Barkassi Diop, merci à Bintou Fall, merci à Babacar Lo, à Pape Sam, merci côté montage à Top. Un grand merci également à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts. D'ici là, portez-vous bien. C'est un patron tout doux, Sid Lamine Niass, tout doux, c'est le peuple sénégalais, c'est lui.